beaucoup à Audrey qui a fait un service épatant, surtout avec autant de monde. Voilà, on va pouvoir commencer à l'heure. L'équipe, ta famille, Michel, ta maman, Laure. Voilà, c'était délicieux. En plus, ce service, c'était. Merci, évidemment. Voilà, donc, après le repas, la conférence, après la conférence d'observation. Et entre-temps, je vais vous dire quelques mots du conférencier pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas, et je vais aussi dire quelques mots de l'association. Hein. Je reconnais un certain nombre de têtes connues, mais pas toutes. Donc j'imagine que dans l'assistance, il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas la CNL pas très bien. Donc je pense qu'il est utile de vous dire quelques petites choses sur l'association, sur ses activités, son fonctionnement. En plus du dépliant que vous avez pu trouver sur la table d'entrée, là, merci à Suzy qui s'occupe des tickets d'entrée, notre trésorière. Et si vous n'avez pas pris le dépliant, je vais le prendre en partant. Donc le dépliant décrit nos activités d'une façon générale et puis nos activités estivales en particulier. Alors, ce soir, c'est la 4e dernière soirée avec conférence et suivie d'une observation. Et ce sera vraiment le cas ce soir puisque la météo est assez bonne. Il y aura quand même encore cet été une soirée particulière, puisque ça sera dans une semaine, le 19, pour ceux qui seront là, pour ceux qui ne seront pas en train d'observer l'éclipse totale des soleils des États-Unis, par exemple. Et donc, le 19, il y aura une soirée intéressante d'observation publique, un peu comme ce soir, elle ne sera pas précédée de conférences. D'une façon générale, donc, notre association, à part les conférences et les soirées d'observation publiques, public. Elle propose des choses à la fois aux membres de l'association, bien sûr, et aux autres, celles et ceux qui sont les non-membres. Nous intervenons dans les écoles, dans les collèges, lycées. Nous faisons également des soirées d'observation à la carte pour des groupes, des mini-groupes. Et merci à Alain qui organise souvent l'accueil de mini-groupes. Nous accueillons des groupes, par exemple des comités d'entreprise ou des familles, etc. Nous faisons plein de choses et l'année prochaine, on fait une expo photo avec des productions évidemment faites par les astrophotographes de la SAML. Vous avez déjà beaucoup de photos qui sont sur le site internet dont l'adresse vous est rappelée sur vos dépliants. Et si vous l'avez oublié, c'est pas grave. Dans un moteur de recherche, vous tapez tout simplement astronomie Lure. Et vous arrivez au premier choix sur le site de la Société astronomique de Lure. Nous ferons des expositions. Nous avons cette année en fait plusieurs grands événements, notamment la création, la conception, la création, la mise en œuvre du Sentier des Planètes, sentier de randonnée pédestre qui est opérationnel depuis seulement quelques semaines. Vous avez déjà plusieurs stations, là, ça commence devant la Sauvagine avec le Soleil, il y a une station par astre, le Soleil, et puis les planètes du système solaire, et ça va jusqu'au pas de la Graille, 5,5 km de randonnée dans la montagne, c'est très agréable. Il y a des quiz, il y a des jeux, il y a un dépliant, il y a de l'information sur les photos. Si vous avez un téléphone portable dit intelligent, qui sache scanner les codes barres, les codes QR, vous allez avoir plein d'informations, y compris en chemin. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment la rando ou ceux qui aiment l'astronomie, et on peut aimer les deux en même temps, c'est la totale. Voilà. Donc il y a plein de choses. Et puis cette année aussi, c'est une grande année pour notre association, puisque nous fêtons à la fois le 25e anniversaire de l'association, créée en 1992, et le 20e anniversaire de l'Observatoire, créé en septembre 1997, grande année, grand mois, septembre 1997. Et donc, ça sera les 20 ans en mi-septembre. Voilà. Donc, non pas le 13, mais le 16 et le 17 septembre, nous fêterons le 20e anniversaire de l'association. On fera la fiesta avec
apéritif, observation du soleil, soirée publique, etc. Alors, ça sera évidemment en fonction de la météo. Ça sera tout simple, il n'y aura pas de long discours, mais ça sera l'occasion de se retrouver. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement et les activités de l'association, vous pouvez aller voir dans le site internet évidemment, puis vous pouvez poser des questions, par exemple à l'issue de la conférence, pendant l'observation, auprès des animateurs. Et du coup, c'est la transition toute trouvée pour vous dire comment ça va se passer après la conférence, c'est-à-dire pour la soirée d'observation. Alors ce soir, il y aura de la lune qui se lèvera à partir de minuit, enfin, sera gênant à partir de minuit et demi. Et donc, avant ça, on pourra regarder Saturne assez rapidement après la conférence, parce qu'après Saturne va baisser très rapidement, les images sont de moins bonne qualité. Et on aura un peu plus de temps pour le reste, c'est-à-dire un petit peu de ciel profond jusque vers minuit et demi, c'est-à-dire des objets en dehors du système solaire. Alors, on ne vous montrera pas d'exoplanètes, mais on vous montrera des objets bien intéressants quand même. Et puis, pour ceux qui sont en pleine forme, pleine énergie, qui resteront un peu tard, on pourra montrer la Lune, même si elle est encore un peu basse, vers l'heure du matin, 2 heures. Et on montrera Neptune. Uranus va attendre un petit peu plus parce qu'elle est basse. Enfin voilà, on montrera des choses. Le vent se calme, donc les images sont, je pense, relativement bonnes. Et donc on pourra vous montrer des belles choses autour de 5 ou 6 télescopes, peut-être même 7, je ne sais plus, on va dire 6, je crois que c'est 6. Il y aura la coupole et puis il y aura d'autres télescopes. Alain va distribuer, ou va commencer à distribuer des tickets avec des numéros de groupe. C'est pour permettre à tout le monde d'aller dans la coupole, parce que les gens aiment bien aller dans la coupole. C'est vrai que c'est un environnement un peu particulier. C'est pas que les images soient meilleures, il y a de très bons télescopes à l'extérieur, mais bon, voilà, ça fait un peu observatoire professionnel, il y a toute une ambiance un peu particulière. Pour ceux qui resteront aussi, il y aura peut-être des étoiles filantes, il y en aura certainement, tout avant le lever de la lune, on les verra mieux, puisqu'on est en pleine période des Perséides. Donc, si vous êtes un peu rêveur, vous n'êtes pas trop fatigué, ça peut valoir le coup d'attendre jusqu'à vers minuit, 1h du matin, et de regarder un peu partout dans le ciel, parce que ça vient de la constellation de Persée, mais en fait, ça va un peu partout. Donc, il n'y en a pas énormément, mais quoique, on ne sait jamais, faire une bonne surprise. Ça peut pleuvoir des étoiles filantes, ça peut être bien. Voilà, j'ai été très bavard et j'ai pas fini. Parce que je vais dire quelques mots, je ne vais pas être long, d'Antoine Pavlin, parce que Antoine, si on veut parler de lui, c'est très long parce que je vais faire plein de choses. Alors, comme je ne vais pas tout dire, je vais faire en fait court. Je vais dire simplement, bon, c'est un membre de l'association de la CML depuis de nombreuses années, mais il a plein d'autres cordes à son arc. Il est aussi animateur de l'association d'Aix-en-Provence, les astronomes amateurs ex-observatoire de Vauvenargues, un petit peu long, AAOV. Ils sont à Aix, mais ils sont aussi à Vauvenargues. Enfin, ils sont installés précisément dans la Sainte-Victoire à Vauvenargues. C'est une association que je connais bien, pour avoir sévi là-bas pendant un nombre d'années. Et Antoine est animateur et il est aussi vraiment astronome amateur et astrophotographe. Alors il est ingénieur de formation, il travaille dans la microélectronique et il fait de l'astrophoto, il fait de très belles images. Alors je ne vais pas vous dire tout ce qui se fait de bien, il fait plein de choses bien et le mieux c'est d'aller sur notre site internet, d'autant qu'il a été en résidence, comme on dit chez les musiciens, on dit ça parce qu'il y a des musiciens dans la salle. Donc il a séjourné en résidence à l'observatoire de la montagne de Lure, à l'observatoire Marc-Bianchi, au mois de juillet, et il a fait 2 images absolument superbes que je vous encourage à aller voir en première page d'accueil de notre site internet. Il y a une belle nébuleuse gazeuse Messier 17, et il y a aussi une très belle photo d'une galaxie d'été. Il n'y a pas beaucoup de galaxies dans celle d'été. Il a fait une très belle photo d'une de ces rares belles galaxies relativement faciles qui est entre le Cygne et Céphirs. Enfin, c'est très beau, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et puis, Antoine, il nous fait des conférences, il est très fidèle, tous les ans il nous fait une très belle conférence, avec une certaine continuité, une certaine cohérence en fait sur les planètes et les planètes gazeuses notamment, et puis finalement c'est quand même encore un petit peu, et là on va vers des planètes qui ne sont plus dans notre système solaire, ce sont les planètes extrasolaires ou exoplanètes. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'étais déjà très bavard, il est 9h pile, donc c'est formidable. Je vais prendre quelques photos de loin là, pour illustrer notre site internet. Après quoi on attend. Et puis pendant à peu près une bonne heure, Antoine va nous parler des exoplanètes. On pourrait lui poser des questions, peut-être dans le cours de l'exposé ou après.
c'est lui qui va nous dire comme il préfère. Et ensuite, donc, on se répartira en groupe. On fera une petite pause après la conférence, le temps de remballer un peu le matériel, une petite pause de 10 minutes, et après, on ira observer. Voilà, voilà. À toi, Antoine. Donc ce soir, on va parler des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Donc vous avez l'illustration qui est figurée aussi sur le dépliant. Donc là, il y a ce qu'on appelle vues d'artiste, ce sont des vues imaginées, et il y a une vraie photo. La vraie photo est en haut à droite, le reste, ce sont des dessins, mais qui représentent un petit peu la diversité de ces objets, donc de ces planètes qui sont situées en dehors de notre système solaire. Donc je dirais que plus, en commentaire général, que plus l'astronomie progresse, et plus on découvre l'immensité, la diversité de l'univers et l'insignifiance de l'être humain. C'est une leçon d'humilité qu'on va encore prendre ce soir, puisque, effectivement, l'être humain s'est longtemps cru unique et ayant un rôle particulier dans l'univers, et plus on avance dans les découvertes, et plus on découvre qu'il n'en est rien. Donc, ça me fait un lien avec, pour commencer justement avec la vision de l'univers, très rapidement, parce que c'est une bonne façon d'introduire le sujet. Alors l'univers, à l'époque antique, disons, c'est la Terre qui est au centre. Ce sont ce qu'on appelle les planètes du système solaire ou les objets visibles du système solaire, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, on ne connaissait que cela à l'époque, Jupiter et Saturne, pardon, quand même, qui tournent autour de la Terre. Et puis au loin, très très loin, il y a une espèce de tapisserie fixe qu'on appelle la sphère des fixes, et sur lequel sont piquées les étoiles, qui sont des espèces d'objets immobiles qui n'ont rien à voir avec les objets du système solaire. Donc, la Terre, c'est grosso modo, et sa banlieue, c'est l'univers. Alors c'est une vision assez restrictive, bien sûr, mais elle va perdurer longtemps, puisqu'elle va perdurer jusqu'en 1500, jusqu'au XVIe siècle, avec le système de Copernic, qui est la première fois qui casse un dogme en définissant en fait un système dans lequel le Soleil se trouve au centre. Et les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Donc la Terre perd sa place centrale, donc ça a été très très combattu, en particulier par l'Église pendant un bon siècle. Et puis, jusqu'au moment en fait, où pratiquement il y a eu des débats, jusqu'au moment où Galilée découvre les lunes de Jupiter, donc en 1609, parce qu'à partir du moment où Galilée a démontré qu'il y avait des objets qui tournaient autour de Jupiter et que Jupiter se comportait comme un mini-système stellaire, il n'y avait plus raison de penser que la Terre était au centre de l'ensemble des objets du système solaire, puisque c'était faux, en particulier pour les lunes de Jupiter. Et puis, en ce qui concerne les étoiles, eh bien, à partir du moment où on a dit que la Terre tourne autour du Soleil, ça veut dire qu'elle n'occupe pas la même position tout le long de l'année, eh bien, ça veut dire qu'on observe les étoiles depuis, par exemple, 2 points diamétralement opposés de l'orbite terrestre, si on les observe au printemps ou si on les observe en automne. Donc, on devrait les voir dans des positions légèrement différentes, puisqu'on change de point de vue. Or, à l'époque, on ne note aucune différence de vue tout le long de l'année, ce qui veut dire que l'interprétation, bien sûr, c'est que les étoiles sont très 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 loin. Et donc, là, on fait exploser déjà une première fois les dimensions de l'univers connu, c'est-à-dire les étoiles sont rejetées très très loin, et c'est là qu'émerge l'hypothèse. Donc si elles sont très loin et qu'on les voit quand même, c'est qu'elles sont extrêmement brillantes, bien sûr, elles dégagent beaucoup d'énergie. Et si elles sont très 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 lumineuses, on peut imaginer que le Soleil est une étoile comme une autre, et que simplement il est beaucoup plus brillant que les étoiles, simplement parce qu'il est plus près. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'époque. Entre le Copernic et le XXe siècle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On modélise d'abord la Voie lactée comme un disque d'étoiles. Ça date de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à l'époque, il est accepté effectivement que le Soleil soit une étoile comme une autre. Et en observant la répartition des étoiles dans le ciel, et en particulier ce que vous voyez dans les belles nuits d'été, la Voie lactée, la bande laiteuse
que vous voyez dans le ciel où il y a une densité d'étoiles beaucoup plus importante qu'ailleurs, eh bien, effectivement, fait penser à ce monsieur Wright que, effectivement, la Voie lactée, c'est en fait un disque d'étoiles et que la Voie lactée, c'est le disque vu par la tranche. Ensuite vient la première mesure réelle d'une distance d'étoile. Alors c'est fait par mesure de parallaxe. Je vous ai dit que, effectivement, avec les moyens de l'époque, à l'époque de Galilée, de Kepler, on n'avait pas mesuré de différence de position d'étoiles entre le printemps et l'automne, par exemple. Et bien en fait, avec l'amélioration des instrumentations et des capacités de mesure, en fait, il y a un monsieur Bessel qui mesure qu'effectivement, entre le printemps et l'automne, il y a une étoile dans le signe, qui s'appelle 61 du signe, qui change légèrement de position apparente. Et du coup, comme à l'époque, on connaît à peu près le diamètre de l'orbite terrestre, donc la distance de la Terre au Soleil, eh bien, il en déduit la distance de cette étoile. Et cette étoile, elle se trouve très 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 loin. Et là, je vais commencer à dire des gros mots, donc je vais vous expliquer. 11,2 AL. Qu'est-ce que c'est que cette AL? AL, ça veut dire année-lumière. Alors, une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an, sachant que la lumière dans le vide parcourt environ 300 000 km en une seconde, donc elle fait la distance Terre-Lune en un peu plus d'une seconde. Et bien, une année-lumière, ça représente environ 10 000 milliards de kilomètres. Mais les distances astronomiques sont tellement grandes que si on parle en kilomètres, on ne comprend plus rien. Donc, on parle en distance lumière, c'est-à-dire que la Lune est à 1 seconde, le Soleil est à 8 minutes, Neptune est à 4h30, donc c'est à peu près la limite, la dernière planète du système solaire. La première étoile, la plus proche de la Terre, est à environ 4,2 années-lumière. Et cette étoile se trouve à 11,2 années-lumière. Mais déjà, c'est une distance considérable pour l'époque et qui fait encore reculer les limites de l'univers. En 1900, on estime la taille de la Voie lactée à 25 000 années-lumière. Donc ça, on sait aujourd'hui que c'est faux, puisque la distance, la taille de la Voie lactée est estimée à 100 000 années-lumière, 4 fois plus. La Voie lactée, au début du XXe siècle, c'est l'univers. Et le Soleil, parce qu'on est toujours très fiers d'être des humains et donc on est particulier, le Soleil occupe bien sûr le centre de l'univers et donc le centre de la Voie lactée. Et puis, il y a un monsieur Chapley qui, en 1917, qui mesure la position et la distance d'objets particuliers qu'on appelle des amas globulaires. Les amas globulaires, on a compris que ce sont des boules d'étoiles, on pourra peut-être en voir ce soir. Ce sont des boules d'étoiles qui sont très anciennes, qui se sont formées en même temps que la Voie lactée et qui tournent, qui sont à l'extérieur de la Voie lactée et qui tournent autour du centre de la Voie lactée. Et simplement, en regardant leur position, et la distance de ces amas globulaires, eh bien on peut, en traçant des droites, simplement, en regardant où elles se croisent, on peut regarder, estimer où est le centre de la galaxie. Et on s'aperçoit, il s'est aperçu que le Soleil n'était pas du tout au centre. Le centre de la galaxie il est très loin, il est à 26 000 années-lumière dans la direction du Sagittaire. Et donc le Soleil, c'est une étoile banale de la Voie lactée, malheureusement, pas au centre. Et c'est une étoile banale qui se retrouve dans la banlieue de la galaxie, à peu près à la moitié de son rayon. Et pire que ça, dans l'anathème et dans la banalisation de l'espèce humaine, de la Terre, du Soleil, etc., eh bien, Edwin Hubble, il traque ce qu'on appelle à l'époque des nébuleuses, qui sont des objets diffus, et en particulier, il arrive pour la première fois à visualiser et à résoudre des étoiles dans la nébuleuse d'Andromède. Il mesure, grâce à des étoiles particulières, qui sont des étoiles variables, et il calcule la distance de cette nébuleuse d'Andromède, et il se trompe de beaucoup, il se trompe d'un rapport 3, mais la distance qu'il trouve, 700 000 années-lumière, c'est bien plus que la dimension de la Voie lactée, et donc, effectivement, il dit, non, c'est pas dans la Voie lactée n'est pas l'univers, la nébuleuse d'Andromède, c'est une galaxie comme la Voie lactée, et il y en a plein, et les dimensions de l'univers explosent de nouveau, et la particularité de notre pauvre Terre en prend encore un coup, puisqu'après ne plus être le centre de l'univers, elle n'est même plus
Elle ne tourne même plus autour d'un soleil centre de la galaxie, et en plus la galaxie elle devient tout à fait banale parce qu'il y en a plein. Alors le dernier coup, quand même, le système solaire il garde encore une originalité, c'est qu'il a des planètes, et sur l'une de ces planètes, il y a une espèce intelligente qui s'est développée et qui est même capable d'essayer de comprendre comment il fait l'univers. Ça s'appelle l'homme. Alors en 1992, on découvre les premières planètes extrasolaires. Alors ces planètes extrasolaires, elles sont découvertes autour d'un pulsar. Ça y est, j'ai encore dit un gros mot. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pulsar? Un pulsar, n'ayez pas peur, ça ne mord pas. Un pulsar, c'est ce qui reste d'une étoile, une très grosse étoile en fin de vie, qui s'est effondrée sur elle-même pour former ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Et une étoile à neutrons, une de ces étoiles à neutrons, lorsqu'elle tourne rapidement, eh bien, elle émet un rayonnement qui tourne lui aussi, comme un phare, et qui tourne à une vitesse très régulière, et qu'on appelle un pulsar. Et ce pulsar, eh bien, comme sa vitesse, en fait, le balayage du faisceau est extrêmement régulier, eh bien, quand il y a la moindre irrégularité dans cette période-là, eh bien, ça se mesure. Eh bien, l'analyse de ces perturbations indique, l'analyse de l'époque, qui a valu le prix Nobel à son auteur, indique qu'effectivement, il y a 4 planètes qui viennent perturber la rotation de ce pulsar et qui viennent faire varier très très légèrement la fréquence de l'émission qui est reçue. Donc on calcule que pour expliquer ces perturbations, il faut qu'il y ait 4 planètes entre 0,2 fois, alors 0,2 UA, vous allez me dire qu'est-ce que c'est encore que cette lettre-là? UA, ça veut dire unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc, en fait, il y a une de ces planètes qui orbite plus près de l'étoile que Mercure du Soleil, et puis une qui orbite à peu près à la distance de Mars. Ou un peu plus. Alors, une vue d'artiste de ce système, c'est quelque chose comme ça. Hein, donc le pulsar, c'est ce petit objet extrêmement brillant avec des jets partout et qui tourne sur lui-même à une vitesse folle comme une toupie, qui est le reste de l'étoile qui a explosé en fin de vie et dont le cœur s'est contracté. Et autour, eh bien, on sait que naviguent 4 planètes. Donc ça, c'est un grand mystère aussi, puisque, effectivement, comprendre comment il peut y avoir 4 planètes autour d'une étoile qui a explosé en explosion gigantesque au point d'être plus lumineuse qu'une galaxie, c'est un peu compliqué. Mais c'est un fait, il y en a. En 1995, tout près d'ici, à Saint-Michel l'Observatoire, Cocorico, eh bien, il y a 2 Suisses, Michel Mayer et Didier Queloz, qui, en utilisant un appareil compliqué qu'on appelle un spectrographe, eh bien, qui en gros permettent de mesurer les vitesses, eh bien, ils découvrent qu'il y a une étoile dont la vitesse présente des oscillations, comme si elle se déplaçait d'avant en arrière. Et ça, ils disent, le fait que l'étoile se déplace d'avant en arrière, eh bien, c'est parce qu'il y a une planète qui tourne autour et qui la fait bouger. Et donc, en utilisant le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence, ils découvrent une planète de très grande masse, hein, c'est la moitié de la masse de Jupiter, et qui orbite extrêmement près de son étoile, à 20 fois plus près de son étoile que la Terre du Soleil. Donc c'est ce qu'on a baptisé depuis des Jupiters chauds, ou Pégasides, et donc, parce que c'est autour d'une étoile de la constellation de Pégase qu'on va trouver, elle orbite très rapidement, son année dure 4,2 jours, et on estime qu'elle a une température de environ 1000 degrés à sa surface. 1300 Kelvin, ça fait 1000 degrés ordinaires. Et donc, cet objet-là, il doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc le Soleil occupe une taille gigantesque, environ 20 fois la pleine lune vue de la Terre, hein, et effectivement, il fait extrêmement chaud. Il est probablement toujours tourné, il présente probablement toujours la même face à son Soleil, et la face éclairée est autour de 1000 degrés, la face dans l'ombre est sûrement un peu plus froide.
les deux grands concurrents à la course, au premier qui trouverait une exoplanète, c'est deux Américains, Marcy et Butler. Ils découvrent deux planètes géantes autour d'une étoile de la constellation de la Grande Ourse et une autre autour d'une étoile de la constellation de la Vierge. Donc là, on commence à se dire, ben finalement, c'est peut-être pas si rare que ça, les planètes luminaires. Déjà, il y en a en dehors du système solaire, et puis en plus, ça fait déjà en quelques années, on voit qu'en 4 ans, ben, on commence à en découvrir par paquet de 4, par paquet de 2, par paquet de 1. Donc, des systèmes planétaires, on dirait qu'il en existe dans l'univers. Alors, depuis, on a mis en œuvre des moyens techniques spécifiques pour détecter ces planètes extrasolaires. Et aujourd'hui, on en a découvert environ 3600. Alors, ces 3600, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, considérant le nombre d'étoiles qu'on a sondées, ça veut dire qu'il y a statistiquement plus d'une planète par étoile dans la Voie lactée. On en a observé dans toutes les directions d'observation. Et donc, ça veut dire qu'on peut estimer qu'il y a plus de planètes dans la Voie lactée qu'il n'y a d'étoiles. Donc, voilà, ça c'est un peu un panorama de la modification de la vision que l'on a. Donc, effectivement, le système solaire n'a rien de particulier, le Soleil lui-même n'a rien de particulier, la Voie lactée n'a rien de particulier, et en fait, des systèmes planétaires peut-être du type du système solaire, il y en a partout. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien joli tout ça, mais une planète c'est tout petit, c'est très loin, comment on fait pour les détecter? Alors pour les détecter, il y a plusieurs façons. La première, la plus simple, c'est, vous allez me dire, vous allez qu'à monter vos télescopes dessus, et puis vous allez la voir. Ça, effectivement, c'est l'idéal, c'est de la voir. Alors imaginons que nous sommes un petit astronome extraterrestre sur une planète qui se trouve autour d'une étoile à peu près à 16 années-lumière de la Terre. Donc je vous ai dit que la plus proche étoile du Soleil, elle est à 4,2 années-lumière, donc 16 années-lumière. Il y a quelques étoiles dans un rayon de 16 années-lumière. C'est quand même la banlieue proche. Et que vous observiez le système solaire. Et qu'en particulier, vous essayiez d'observer le couple Soleil-Jupiter. Eh bien, comment vous allez faire pour le voir, pour voir Jupiter? Alors la distance, ce qu'on appelle la séparation angulaire, la distance entre le Soleil et Jupiter, c'est une seconde d'arc. AS, ça veut dire arc seconde d'arc. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde d'arc? J'ai encore dit un gros mot. Eh bien, vous prenez votre index, vous le tendez au bout de votre bras. L'angle que vous voyez entre le bord gauche et le bord droit de votre index, c'est à peu près 1 degré. Et maintenant, vous voyez ce que représente 1 degré en distance sur le ciel. Maintenant, vous divisez ce degré par 3600 et vous aurez une seconde d'arc. Ah oui, c'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, avec les instruments qu'on a, on sait détecter deux objets distants, séparer deux objets distants d'une seconde d'arc. C'est une performance technique déjà remarquable, mais on sait le faire. Par contre, le Soleil, il est 1 milliard de fois plus brillant que Jupiter, vu cette distance. Donc, là, c'est pas possible, c'est pour ça que j'ai mis un carreau, parce que vous ne le verrez jamais, parce qu'il n'y a aucun instrument qui est capable de distinguer deux objets dont la luminosité diffère d'un rapport 1 milliard. Alors, si notre astronome extraterrestre observe en utilisant l'infrarouge, effectivement, là, le rapport est plus favorable, puisqu'il est entre 1000 et 1 million, sauf qu'en utilisant une longueur d'onde plus grande, de l'infrarouge, eh bien, la résolution angulaire baisse énormément, elle baisse d'un rapport 20, c'est-à-dire que c'est 20 fois plus difficile de séparer Jupiter et le Soleil en l'observant dans cette longueur d'onde que dans l'observant visible. Donc, vous voyez que c'est extrêmement compliqué de visualiser directement une planète à côté de son Soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a l'étoile diffracte, c'est-à-dire l'étoile, quand on l'observe dans un télescope et qu'on essaye comme elle est très très brillante en fait, sur le capteur, je ne parle pas de l'œil, mais sur le capteur électronique, elle va diffuser, diffracter, c'est-à-dire qu'on va avoir des pics partout, on va avoir de la lumière qui va baver, et donc elle va recouvrir la planète.
Et puis en plus, il y a l'atmosphère qui ne nous aide pas, parce que l'atmosphère, ça bouge, et ça étale les images, ça floute les images. Et donc, si on a un petit point très sombre à côté d'un gros point très brillant, eh bien, en fait, l'étalement de la lumière par le mouvement de l'atmosphère va faire qu'on ne va pas le voir. Alors, il y a certains cas où on arrive à le voir quand même. Ça, c'est l'image de la première planète extrasolaire qui a été observée directement, mais on est dans des conditions très particulières. C'est-à-dire que c'est un instrument professionnel qui a fait ça, c'est un télescope de 10 mètres de diamètre, le VLT. Il est équipé de ce qu'on appelle une optique adaptative pour atténuer le problème de la turbulence, donc du mouvement de l'atmosphère. La planète, elle est très grosse, elle fait 5 fois la masse de Jupiter, et en plus, elle orbite très loin de son étoile, puisqu'elle orbite à 2 fois à peu près la distance de Neptune au Soleil. Donc la séparation est maximale, et en plus, l'étoile, elle est très peu lumineuse. C'est ce qu'on appelle une naine brune, c'est-à-dire c'est à peine une étoile. Elle commence tout juste à avoir assez de masse pour briller, mais très peu. Autrement dit, la visualisation, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a une deuxième méthode qui consiste à mettre un cache devant l'étoile. C'est ce qu'on appelle la coronographie. Alors, pourquoi? Parce qu'on l'a utilisé au début pour masquer le Soleil et pour observer la couronne du Soleil. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met un masque en noir, là, que vous voyez au milieu, qui cache l'étoile. Et en cachant l'étoile au milieu, on essaye de voir des objets moins brillants qui sont près de l'étoile. Alors, en fait, aujourd'hui, on a une visualisation qui permet de voir 2 objets qui tournent autour d'une étoile, mais ce sont des étoiles ratées, et en plus qui sont très loin. C'est-à-dire que cette technique-là n'est pas encore suffisante pour détecter des planètes. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie. Ça y est, j'ai encore dit un gros mot. Alors c'est quoi ça? Eh bien en fait, un télescope, il sait, c'est l'image en haut à droite, un télescope, il sait distinguer 2 détails, théoriquement, séparés d'une distance qui est inversement proportionnelle au diamètre du télescope. F fois lambda sur D, ne vous inquiétez pas pour la formule mathématique, mais D, c'est le diamètre du télescope. Donc si vous voulez distinguer 2 objets qui sont 10 fois plus proches, eh bien il faut un miroir qui est 10 fois plus grand. Alors ça, c'est très compliqué de faire des miroirs plus grands. Aujourd'hui, on a des miroirs dans les télescopes professionnels jusqu'à 10 mètres. C'est très compliqué d'aller au-delà. Alors, il y a une technique qui est ce qu'on appelle l'interférométrie, qui consiste en fait à combiner les images de 2 télescopes qui sont distants d'une certaine distance B, d'une longueur de base qu'on appelle B, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on sait résoudre des détails qui sont inversement proportionnels à la distance entre les 2 télescopes. C'est comme si on avait un miroir qui faisait le tour des 2 télescopes et qu'on en avait pris 2 morceaux. Donc ça permet de distinguer, effectivement, d'une part, ça permet de distinguer des objets beaucoup plus proches qu'avec le télescope tout seul, et d'autre part, on peut même faire des artifices, c'est-à-dire qu'on peut retarder le faisceau lumineux qui vient d'un télescope par rapport à l'autre, pour faire en sorte que la lumière de l'étoile soit éteinte. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie à frange noire, c'est-à-dire qu'on vient éteindre l'étoile, et au contraire, on vient renforcer la luminosité des objets qui sont à côté de l'étoile. C'est comme ça qu'on peut espérer voir des planètes. Mais c'est très compliqué. Une autre méthode de détection de visualisation directe consiste à utiliser des longueurs d'onde très différentes, des longueurs d'onde dans lesquelles la planète brille plus fort que l'étoile. Et ça, c'est dans les ondes radio. Les ondes radio de grande longueur d'onde, l'étoile est très peu brillante dans ces longueurs d'onde, alors que la planète, elle, rayonne encore beaucoup. Donc, effectivement, si la planète est plus brillante que l'étoile, ça devient beaucoup plus facile. Alors pour ça, il faut utiliser des champs de radiotélescopes qui sont énormes, et comme en plus on utilise des ondes de très grande longueur d'onde, en fait, on a une résolution qui est très basse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer d'orbite de planète, on peut juste détecter éventuellement qu'elles existent. Donc vous voyez, la visualisation directe, les détections directes, c'est pas très facile, mais pourtant c'est
effectivement très efficace, parce que si on sait visualiser directement une planète en dehors de notre système solaire, eh ben déjà on est sûr qu'on a bien détecté une planète. Donc aujourd'hui on en a détecté 87. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui un compte d'environ 3600 planètes détectées, et sur les 3600, il y en a 87 seulement qu'on a vu directement, par toutes ces techniques. Mais c'est le plus riche puisque ça donne accès à tous les paramètres, la distance de l'étoile à la planète, la vitesse de révolution, la masse, l'inclinaison de l'orbite, enfin tous les paramètres de la planète, on peut y accéder puisqu'on la voit directement, si j'ose dire. On la voit ou on la détecte directement. Et on peut aussi décomposer la lumière de l'étoile qui passe à travers l'atmosphère de la planète. Et en décomposant la lumière qui passe à travers l'atmosphère de la planète, on peut mesurer la composition chimique de la planète. On peut savoir s'il y a une atmosphère, si dans l'atmosphère, quand il y en a, s'il y a de l'eau, s'il y a de l'oxygène, s'il y a des choses comme ça. Ça peut être effectivement très intéressant. Par contre, ça demande des moyens extrêmement lourds, les plus performants et les plus puissants qui existent au monde. Et de toute façon, même comme ça, vous avez vu qu'on arrive très très difficilement à faire ces détections directes. Donc, on s'est rabattu sur des méthodes indirectes, parce que c'est beaucoup plus efficace pour détecter des planètes. Alors là, il ne s'agit plus de les visualiser, il s'agit de les détecter, c'est-à-dire savoir qu'elles sont là. Alors, il y a une première méthode qui est la mesure de vitesse radiale. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin-là? En fait, quand vous avez un couple de patineurs qui se tiennent par la main, eh bien, ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre. Facile. Maintenant, si vous avez un très gros patineur obèse et une très petite patineuse toute mince, qu'est-ce qui se passe? La patineuse, elle tourne très vite autour du gros patineur, et le patineur, il tourne très peu et sur un tout petit cercle. Eh bien, le patineur obèse et la patineuse maigre, c'est exactement le couple étoile-planète. Donc effectivement, lorsqu'une planète tourne autour de... On dit qu'une planète tourne autour de son étoile, en réalité ce n'est pas tout à fait vrai, ce sont les deux qui tournent autour de ce qu'on appelle leur centre de masse. Alors bien sûr, la planète tourne beaucoup plus vite que l'étoile. Et alors, quand la planète tourne autour de l'étoile, pour peu qu'on ait la chance de voir le système stellaire par la tranche, en fait, par rapport à nous, ça fait avancer et reculer l'étoile. Et en avançant et reculant, eh bien, en fait, les raies caractéristiques, alors vous voyez ici le gros patineur et la petite patineuse, en gros l'étoile et la planète, vous avez le télescope qui est braqué dessus, et en fait, à certains moments, l'étoile s'éloigne de nous, à certains autres, elle se rapproche de nous. Lorsque vous avez une ambulance qui approche, le son est plus aigu, quand elle s'éloigne, le son est plus grave. Et bien c'est pareil avec la lumière, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc quand l'étoile se rapproche de nous, la lumière est plus bleue, et quand elle s'éloigne de nous, la lumière est plus rouge. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on détecte en dessous, vous voyez ce qu'on appelle le spectre de l'étoile, vous avez des raies qui sont caractéristiques de la composition chimique de l'étoile, et en fait, ce qu'on détecte, ce sont les déplacements en fréquence de ces raies qui nous disent à quelle vitesse l'étoile s'éloigne ou se rapproche de nous. Et donc, quand on regarde ce diagramme-là, eh bien, on voit une période, c'est-à-dire les éléments se répètent à un certain rythme, ça correspond à la période de rotation de l'étoile par rapport à la planète, et on voit un déplacement qui est d'autant plus important que la planète est plus massive et plus proche de son étoile. Donc on mesure avec ça, on détecte avec ça qu'il y a une planète, on mesure la vitesse à la période orbitale, c'est-à-dire combien de temps elle fait le tour de son étoile, combien dure son année, et l'amplitude de cette vitesse permet de déduire la masse de l'étoile, de la planète, excusez-moi. Alors le décalage il est proportionnel, en réalité il dépend un peu de la direction d'observation, ça complique un peu les choses, puisque en fait le décalage il est nul si on regarde le système stellaire par au-dessus, et il est maximal si on le regarde par la tranche.
Donc effectivement, on ne mesure pas avec ça, on ne récupère pas directement la masse de la planète, on récupère la masse multipliée par un facteur qui dépend de l'inclinaison. Mais ça permet d'avoir de l'information. Alors la difficulté, c'est que les décalages sont extraordinairement faibles. Jupiter fait bouger le Soleil à une vitesse de l'ordre de 13 mètres par seconde, 40 km/h environ. Et ça veut dire que le décalage des raies, c'est de 40 milliardièmes de leur position initiale. La Terre, elle fait bouger le Soleil de 10 cm par seconde. Ça correspond à 0,3 milliardième de variation de la position des raies. Donc, autrement dit, il faut un instrument qui soit capable d'analyser la longueur d'onde précise de ces raies avec une précision extraordinaire. Et en plus, pour tout compliquer, généralement, autour d'une étoile, on trouve plusieurs planètes. Et dans ce cas-là, le signal, c'est l'effet combiné de toutes les planètes qui orbitent autour de l'étoile. Et donc, on récupère une espèce de machin comme ça. Et avec ça, il faut arriver à distinguer que, en l'occurrence, ici, il y a 3 planètes avec des périodes différentes qui tournent autour de cette étoile. Mais c'est très quand même fructueux, puisque à ce jour, on a détecté 718 planètes grâce à ce moyen. Ça a été surtout utilisé dans les années 90 à 2000. Alors par contre, ce n'est pas encore assez sensible, vu qu'il faut détecter des déplacements, des vitesses de déplacement minuscules de l'étoile, ce n'est pas encore assez sensible pour détecter des planètes aussi petites que la Terre. Donc là, vous avez un exemple, ça c'est la première qui a été détectée, c'est celle de C51 Pégase, qui, vous voyez effectivement la courbe de vitesse déduite des mesures spectroscopiques à l'Observatoire de Haute-Provence, qui ont permis d'établir les caractéristiques de cette planète, et en particulier qu'elle faisait la moitié de la masse de Jupiter et qu'elle tournait autour de son Soleil en 4, quelque chose jours, 4,7 jours. Alors, d'autres méthodes, il y en a plein. Il y a des méthodes de chronométrage. Donc ça, c'est ce qui a permis la première détection. Donc c'est le décalage, on mesure en fait indirectement le déplacement de l'étoile dû au mouvement de la planète autour, en mesurant le décalage d'arrivée d'un signal qu'on sait périodique. Donc c'est le cas par exemple des pulsars, mais c'est le cas aussi des éclipses quand on a un système binaire. Quand on a un système binaire, on a 2 étoiles qui se passent l'une devant l'autre et qui créent des variations de luminosité, et ces variations ont une période très très bien définie. Donc si cette période apparente varie, eh bien c'est que ce système de 2 étoiles s'éloigne ou se rapproche de nous, et ça c'est indicatif qu'il y a une planète autour. Alors c'est quand même des conditions très particulières, et avec cette méthode on a trouvé 24 planètes détectées autour de pulsars. On essaye de détecter des planètes par des mesures astrométriques. Alors, les mesures astrométriques, c'est quoi? C'est des mesures fines de position de l'étoile. En fait, l'étoile, par rapport au fond de ciel, elle se déplace très légèrement à cause du mouvement des planètes qui sont autour. Et donc, en repérant sa position par rapport aux étoiles proches, eh bien, on peut savoir s'il y a des planètes qui la font bouger. Celle-ci, c'est une variante assez exotique. On essaye de détecter en fait la variation de luminosité du couple étoile-planète dû au fait que la lumière de l'étoile se reflète sur la planète. Donc quand la planète elle est à 90 degrés, on récupère le maximum de lumière. Quand elle est devant, on récupère le minimum. Quand elle est derrière aussi. Mais c'est pas très succès. On n'a pas beaucoup de succès avec ça, on n'en a trouvé que 2. Et puis il y a ce qu'on appelle les effets de lentilles gravitationnelles. Alors ça c'est encore un truc bizarroïde, mais c'est que quand une planète passe entre la Terre et une étoile, eh bien en fait le champ de gravitation de la planète courbe un peu les rayons lumineux, déforme un peu les rayons lumineux et amplifie la lumière de l'étoile qui est derrière. Alors le problème c'est que ça c'est quelque chose qu'on voit qu'une fois.
ça ne se répète pas, donc il faut capturer l'événement et puis essayer de déterminer quel objet a pu créer cette augmentation de luminosité de l'étoile. Alors il y a certaines caractéristiques qui permettent de dire si effectivement il s'agit d'une planète orbitant autour d'une étoile ou pas. Donc on en a détecté 58 comme ça. Pour donner un ordre d'idée de la difficulté de la méthode des mesures astrométriques, en fait, ça, la courbe en haut, c'est les mouvements du Soleil qui seraient vus depuis une distance d'environ 30 années-lumière, dû au mouvement du cortège planétaire, donc entre 1990 et 2020. Et en fait, vous vous êtes exclamé tout à l'heure sur la petitesse d'une seconde d'arc. Là, les déplacements apparents du Soleil dus au déplacement des planètes du système solaire, c'est 1 millième de seconde d'arc. C'est moins d'1 millième de seconde d'arc. Autre méthode, ce qu'on appelle la photométrie de transit. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bien, on mesure en fait l'effet d'ombre de la planète sur l'étoile. C'est-à-dire quand une planète passe devant son étoile, eh bien, elle cache une partie de l'étoile et elle fait très légèrement baisser la luminosité. Donc un transit, c'est ça. Oui, c'est bien. Un transit, c'est ça. La planète attaque le bord de l'étoile, la lumière baisse légèrement. Elle va baisser au maximum lorsque la planète passe vers le centre de l'étoile, et puis petit à petit, la luminosité va légèrement remonter, et puis ensuite revenir à son maximum quand la planète aura quitté le globe de l'étoile. Et donc si on enregistre cet événement, et qu'on l'enregistre suffisamment longtemps, ben on va voir plusieurs de ces petits changements de luminosité. Et effectivement, ces changements de luminosité vont se répéter à la période orbitale de la planète, c'est-à-dire chaque fois que la planète passe devant son Soleil. Alors ça, ça permet de mesurer la taille de la planète. Plus la planète est grosse et plus elle fait d'ombre à son étoile. Ça permet de mesurer la période, puisque ça permet de mesurer, on regarde à combien de temps ça se répète, et ça permet de mesurer l'inclinaison de l'orbite, puisque suivant qu'elle passe juste dans la ligne de visée au centre de l'étoile, ou si elle passe un peu en haut ou un peu en bas, le transit dure plus ou moins longtemps. Donc ça, c'est extrêmement fructueux. Et en plus, on a de la chance, puisqu'on mesure en fait le fait que la planète fasse de l'ombre à l'étoile, fait que pendant ce transit, la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère de la planète s'il y en a une. Et donc, absorbe une partie du rayonnement de l'étoile. Et en regardant quelles longueurs d'onde particulières sont absorbées, eh bien, on peut en déduire la composition chimique de l'atmosphère, la présence d'une atmosphère déjà, et sa composition chimique. C'est pour ça que dans l'atmosphère de cette superbe, alors les planètes, elles portent le nom de leur étoile suivi d'un B, C, D, etc. dans l'ordre de leur découverte. Et bien, dans cette planète qui tourne autour de l'étoile HD 209 9458, on a trouvé de l'hydrogène, de l'oxygène et du sodium. C'est magique. Alors ça demande quand même des mesures très très précises parce que l'ombre d'une petite planète sur un gros soleil, c'est très très peu, bien sûr. La variation, quand le Jupiter passe devant le soleil, il fait baisser la lumière du soleil de 1,2%, ça peut se voir. La Terre, c'est 0,01%, un demi-millième. Donc c'est beaucoup plus difficile à voir. Donc bien sûr, c'est plus facile de voir des grosses planètes que des petites planètes avec ça. Mais c'est très bien adapté aux mesures faites par les télescopes spatiaux qui n'ont pas l'inconvénient de l'atmosphère, et on a trouvé 2725 planètes comme ça. Ah oui. Mais non seulement c'est bien pour les télescopes spatiaux, c'est qu'en plus on en retire une foule d'informations, parce qu'on a inventé, les scientifiques qui sont toujours très inventifs, ils ont trouvé que, eh bien, des fois, il y avait des petites variations de la période. Et les petites variations de la période du transit
veut dire que l'orbite de la planète est légèrement perturbée et qu'elle est perturbée par exemple par une autre planète. Donc on fait des détections en cascade comme ça, par effet domino, c'est-à-dire qu'en étudiant les variations, les petites variations de la période du transit d'une planète qu'on a déjà détectée, on arrive à en déduire qu'il y en a une deuxième, voire une troisième. Alors on a même fait plus fort, c'est que en mesurant des petites variations de la durée du transit, cette fois-ci, qui correspondent à des accélérations, des petites accélérations au ralentissement de la planète sur son orbite, eh bien on a pu déduire que certaines planètes avaient des satellites, avaient des lunes. Et ça, c'est la seule technique qui est compatible avec les moyens actuels des astronomes amateurs. C'est-à-dire qu'il y a des amateurs qui contribuent à des détections ou des confirmations de planètes. Donc l'année dernière, à l'association à l'AOV, l'AOV a contribué à la confirmation d'une planète suspectée. Donc il y avait plusieurs observatoires professionnels et une vingtaine d'observatoires amateurs qui étaient engagés dans la même campagne. Et ça, la détection a été positive et ça a fait l'objet d'un papier scientifique puisque c'était dirigé par un astronome professionnel. Et puis, dimanche dernier, c'est tout frais, voici une courbe de transit mesurée toujours à la AOV d'une planète qui s'appelle WASP 93b, qui est située à 800 années-lumière, donc à 8 milliards de kilomètres de nous, et qui est une planète qui est très grosse, hein, elle fait 1,5 fois la taille de Jupiter, et elle orbite très près de son étoile, en 2,7 jours. Et voilà, à droite, la courbe de lumière directement mesurée avec le télescope de notre observatoire et nos instruments et nos caméras CCD, et donc qui permettent effectivement de corréler la vitesse de la période orbitale et la masse de la planète. Donc vous avez la carte à gauche qui indique où se trouve cette étoile. Donc si vous voulez mesurer ce transit dans votre jardin, ne vous privez pas, vous savez laquelle point. Alors j'ai écrit bientôt la SAML, je fais un peu de provocation ici, puisque à la SAML, à l'ONB, on n'a pas encore fait ce genre d'exercice, mais je crois que ça titille certains d'entre nous de s'y essayer. Donc on vous montrera peut-être des transits d'exoplanètes un peu plus tard. Alors, les résultats de ces recherches, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, je vous ai dit, donc 3600 planètes environ découvertes à ce jour. On a trouvé une ou plusieurs planètes autour d'au moins 10% des étoiles observées. En réalité, en moyenne, plus d'une par planète. Donc l'estimation actuelle, c'est qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. On a trouvé beaucoup de planètes géantes quand même en orbite proche de leurs étoiles. On a trouvé beaucoup de planètes plus grosses comme Jupiter, voire plus grosses que Jupiter, et orbitant tellement près de leur étoile à le coucher que l'année ne dure que quelques jours. C'est quand même assez curieux. C'est pas très représentatif du système solaire. On a trouvé des planètes qui sont sur des orbites très elliptiques, donc très allongées. On a plutôt l'habitude dans le système solaire de voir des orbites très circulaires. Et la majorité des étoiles autour duquel on a trouvé des planètes sont très similaires au Soleil. Elles ont à peu près la même masse et elles ont à peu près le même âge. Alors effectivement, ça c'est un graphe qui montre en fait la répartition des planètes qu'on a détectées, de leur masse par rapport à leur distance à leur étoile. Et en fait, on trouve effectivement que très près de l'étoile, donc ici à gauche, là, très près de l'étoile, on a trouvé des planètes très grosses, ce qui a été un scandale pour les scientifiques au départ, puisque effectivement, on ne pensait pas trouver des grosses planètes autour, très près de leur étoile. Donc ça, c'en est une. Cette planète qui fait effectivement, qui est une planète qui est très grosse, elle orbite très à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc on en a vu quelques exemples. C'est quand même assez fascinant. Ça fait des planètes qui sont quasiment en fusion. Vu la température qui doit régner, ça doit faire ça sur place.
Alors bon, bien sûr, ce qu'on peut se dire aussi, c'est quand même que ces planètes étant les plus faciles à trouver, on en a peut-être trouvé plus qu'il n'y en a. Enfin, on n'en a pas trouvé plus qu'il y en a, mais disons qu'on a trouvé moins des autres, et donc en proportion, on a l'impression qu'il y en a plus. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y en a. On a trouvé des planètes qui ont des orbites extrêmement elliptiques. Vous voyez que celle-ci, par exemple, elle se rapprocherait du Soleil plus près que Mercure, et puis elle irait en gros jusqu'à l'orbite, presque jusqu'à l'orbite de la Terre. Non, l'orbite de Vénus, pas de la Terre. Et ça aussi, c'est très surprenant pour les scientifiques. Alors pourquoi? Alors, parce qu'on a un modèle de fabrication d'un système planétaire, qui est un modèle basé sur quelque chose d'unique, qui est le système solaire. On a regardé comment était fait le système solaire, et bien sûr, on a inventé une théorie pour dire il s'est formé comme ça, pour expliquer comment on le trouve. Donc, dans le système solaire, les orbites des planètes, elles sont pratiquement toutes dans le même plan, qui est aussi le plan de l'équateur du Soleil. Elles sont presque circulaires, les orbites. Les planètes tournent toutes dans le même sens, et elles tournent sur elles-mêmes dans le sens de leur orbite, sauf Vénus, qui est une anomalie. Les satellites des planètes tournent aussi dans le même sens. Et il n'y a que les comètes qui viennent de toutes les directions, mais sinon, les planètes sont sagement alignées. Alors, comment on explique ça? On est dit, c'est facile, pour fabriquer un système planétaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un grand nuage de gaz. Ici, vous avez ce qu'on appelle les piliers de la création. Ça a été appelé les piliers de la création, c'est une photo de Hubble. Donc c'est une nébuleuse dans laquelle il y a des grosses concentrations de gaz et de poussière qui obscurcissent les étoiles à côté. Et en fait, ce sont ces grosses concentrations de gaz et de poussière qui, sous l'effet d'une perturbation, s'effondrent sur eux-mêmes. Ils forment un nuage opaque beaucoup plus dense, qu'on appelle un globule de Bock. Donc ça, c'est le tout début de la fabrication d'un système stellaire. Ensuite, ce gaz et cette poussière continuent à s'effondrer sur eux-mêmes, et jusqu'au point où, à force de se concentrer, de se comprimer, il chauffe, plus il se comprime, plus il chauffe au centre, et lorsqu'il atteint une pression et une température suffisante dans son centre, les réactions de fusion nucléaire commencent, et l'étoile commence à briller. Donc ça, c'est une proto-étoile, c'est une étoile tout à fait son commencement, et on distingue très très bien le disque de poussière qui est autour. Tout le matériel qui reste autour de ce cœur plus dense, eh bien, par des mécanismes qu'on connaît assez bien aujourd'hui, il se dispose sous forme d'un disque, et à l'intérieur de ce disque vont se former, ce disque va se différencier, c'est-à-dire que la partie interne du disque est proche de l'étoile, en fait toutes les glaces vont être fondues, vaporisées, le gaz va être éliminé, repoussé par le rayonnement de l'étoile, et il va rester en fait que les petits grains qui résistent à la température. Alors ces petits grains solides, eh bien ils vont s'agglomérer, former des planétésimaux qui plus tard vont former des planètes. Et ce sont des planètes qui sont formées de roches, puisque à cet endroit-là, il n'y a plus de glace et il n'y a plus de gaz. Au contraire, plus loin de l'étoile, à grande distance de l'étoile, eh bien, en fait, autour de ces petits grains de matière solide vont s'agglomérer d'abord des glaces. Donc cette agglomération elle va creuser un sillon dans le disque, et le résidu de gaz, donc d'hydrogène, va être capturé par gravitation, va tomber sur ces planètes en formation et va former des géantes gazeuses. Donc on a dit tout va bien, on a tout expliqué. Un système planétaire, c'est une étoile au centre, des planètes rocheuses près de l'étoile parce qu'elles se sont formées dans la région sèche du disque, et des planètes géantes constituées de poussière, de roches, de glace, et éventuellement de grosses quantités de gaz plus loin. Et ça colle très bien avec le système solaire, comme par hasard. Et ça, ce mécanisme-là, on l'a observé directement, puisque ça, c'est une image de Hubble, dans lequel, en fait, autour d'une étoile, on voit qu'il existe un disque de gaz, mais qui ne tourne pas
exactement, qui n'est pas centré sur l'étoile. Pour le fait qu'il ne soit pas centré sur l'étoile veut dire qu'il est perturbé à l'intérieur par un objet massif, et on pense qu'il s'agit d'une grosse planète en formation. Alors donc, avec ce modèle-là, toutes les orbites des planètes sont quasiment circulaires, parce qu'au moment de leur formation, elles frottent, elles traînent dans le disque de gaz, et donc leurs orbites se régularisent, elles deviennent plus circulaires, elles tournent tous dans le même sens, qui est le sens de rotation du disque initial, et puis, en dessous d'une certaine limite, à peu près 3 unités astronomiques, 3 fois la distance Terre-Soleil, les planètes sont rocheuses. Au-delà, ce sont des géantes gazeuses ou des géantes de glace. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû observer quand on a détecté des exoplanètes? On aurait dû détecter des planètes géantes, parce que c'est le plus facile à détecter. On aurait dû les trouver orbitant à grande distance de leur étoile, donc sur des périodes longues, avec des orbites circulaires et avec des masses approximativement de celles de Jupiter. Et en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des planètes qui tournent autour de leur étoile entre 1,2 jours et plusieurs années, des orbites qui n'ont rien de circulaire pour certaines, qui sont très elliptiques, et des masses qui vont entre 1/50e de la masse de la Terre et 90 fois la masse de Jupiter. Autrement dit, on a trouvé tout et n'importe quoi. Et en plus, il reste le problème de ces grosses planètes, de ces planètes géantes, plus lourdes que Jupiter, qui se retrouvent très très près de leur étoile. Elles ne peuvent pas s'être formées si près de leur étoile. Ça, tout le monde a beau se creuser la tête, personne ne trouve de mécanismes qui leur permettent de se former si près de leur étoile. Donc on suppose qu'elles se sont formées loin et qu'elles ont migré ensuite. Par contre, le mécanisme de migration, on ne le connaît pas, il y a plein d'hypothèses de fait, et en plus on ne sait pas comment ça s'arrête, et on ne sait pas non plus pourquoi Jupiter et Saturne sont restés sagement à leur place dans le système solaire au lieu de se retrouver près du Soleil. Les orbites elliptiques, elles sont absolument incompatibles avec tout ce qu'on connaît des mécanismes de friction dans le disque et des forces de marée, donc elles ne devraient pas exister. Donc bref, on a découvert qu'une fois de plus, on n'avait rien compris. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pour faire mieux? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut d'abord améliorer les capacités de détection terrestre. C'est-à-dire qu'il y a en cours d'installation un nouveau spectrographe, plus performant que celui. Alors, je ne parle pas d'Elodie. Après Elodie, il y a eu plusieurs générations. La génération la plus performante actuelle, c'est ARPS, qui est installée sur le télescope de 3,60 m de l'ESO à la SIA. Et puis, là, on est en cours d'installation d'un spectrographe encore plus performant, qui sera en gros 10 fois plus performant que l'actuel, et qui permet de mesurer des vitesses de déplacement d'étoiles de 10 cm par seconde, par exemple, celle que la Terre imprime sur le Soleil. Et donc, effectivement, il doit commencer à fonctionner cette année. Et on espère bien, avec ça, découvrir, par la méthode des vitesses radiales, des planètes, cette fois-ci beaucoup moins massives, de l'ordre de la masse de la Terre. Pour la visualisation directe, eh bien, il y a en cours de construction un télescope géant dans les Andes chiliennes, qui s'appelle le EELP, qui est un télescope de 39 mètres de diamètre. Eh oui, 798 miroirs de 1,80 m, donc qui est en cours de construction sur un sommet à 3000 mètres dans le désert d'Atacama, et qui devrait permettre, lui, il est suffisamment performant pour voir directement des planètes de type de Jupiter, de la taille de Jupiter, en permettant de faire l'analyse de leur atmosphère. Et si on lui met un spectromètre, il sera capable de mesurer des vitesses radiales jusqu'à quelques centimètres par seconde, c'est-à-dire des planètes beaucoup plus légères encore que la Terre, en détection indirecte. Alors, je vous ai dit qu'il y a un moyen puissant, a priori, de détecter des planètes, c'est d'essayer de les visualiser là où elles brillent plus que leurs étoiles, c'est-à-dire dans les ondes, dans les grandes longueurs d'onde, des ondes radio. Donc, effectivement, depuis 2011, il y a en service un réseau de radiotélescopes
ondes millimétriques qui s'appelle ALMA, 66 coupoles, 66 paraboles qui fonctionnent en interférométrie, de façon à pallier à la résolution qui est très très mauvaise dans ces longueurs d'onde. Et donc ça permet d'étudier les disques qui fabriquent des planètes et de détecter des planètes en formation. Donc c'est un instrument extrêmement performant. On repousse les limites de ces instruments parce qu'on dit qu'ils ont une résolution angulaire très très mauvaise, mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment on a utilisé un radiotélescope de 9000 km de taille. C'est-à-dire qu'en fait on a fait des photos du centre de la galaxie, enfin des images si j'ose dire du centre de la galaxie en ondes millimétriques à partir de plusieurs radiotélescopes implantés sur toute la surface de la Terre qui forment en fait, qui sont distants de 9000 km. Et on va recombiner les images, ça c'est un exploit scientifique si on y arrive, on va recombiner toutes ces images pour examiner le cœur de la galaxie avec une résolution suffisante pour espérer voir le trou noir central de la galaxie. Donc si on fait ça, si on applique ça à la détection des planètes, on peut quand même faire des choses sympathiques. Ensuite, on a des télescopes spatiaux pour la photométrie de transit. Je vous ai dit que la photométrie de transit, on savait la faire depuis la Terre, mais on sait la faire encore mieux depuis l'espace. Donc le précurseur, ça a été CORO, c'était plus ou moins un peu un projet expérimental, c'était un petit télescope de l'ordre de 40 cm de diamètre. Il a sondé 60 000 étoiles proches et il a trouvé 25 exoplanètes. Ensuite est venu son grand frère qui s'appelle Kepler de la NASA. Alors Kepler, c'est un télescope qui a été construit uniquement pour faire ce travail-là. Donc il a sondé 100 000 étoiles, il a une sensibilité absolument inégalée, donc il est sensible à 0,005% d'extinction, je vous laisse faire le calcul, mais c'est vraiment très peu. Il a sondé au début de sa mission une zone fixe qui est située dans la constellation du Cygne, qui est un champ de 12 degrés, dans lequel il examine systématiquement toutes les étoiles visibles jusqu'à la magnitude 20 de ce champ stellaire. Et donc il essaye de détecter les variations de lumière de chacune de ces 100 000 étoiles. Et lui, il découvre ce qu'on appelle les planètes candidates, c'est-à-dire qu'il mesure des extinctions qui pourraient être dues au passage d'une planète devant son étoile. Il en a détecté 5000 candidats. Par contre, elles sont appelées candidates tant qu'elles n'ont pas été confirmées par une deuxième observation indépendante. Et aujourd'hui, on en a confirmé environ la moitié, environ 2500. Mais sur les 2500 qui restent, il y en a probablement qui vont être confirmés puisque c'est assez long de dépouiller toutes les données de ce satellite et de confirmer les observations par d'autres mesures. Alors, donc voilà la zone qu'observait Kepler au début de sa mission. Après, il a eu des ennuis techniques, il a perdu il y a des équipements internes de stabilisation qui sont tombés en panne. Et en fait, la NASA a trouvé une deuxième façon de l'utiliser qui n'exige plus la stabilité de pointage qu'il avait au début. Et c'est une deuxième mission qui s'appelle K2 et qui, elle, cherche des exoplanètes dans d'autres zones du ciel. Alors, je vous ai dit qu'en astrométrie, si on arrivait à mesurer des déplacements d'étoiles extrêmement fins, on pourrait détecter si l'étoile a un cortège de planètes qui le fait bouger sur le fond de ciel ou pas. Alors pour ça, il y a un satellite spécialisé qui s'appelle Gaia et qui sait faire des mesures jusqu'au 10 millionième de seconde d'arc de mouvement. Et donc lui, il a été principalement envoyé pour faire une cartographie extrêmement précise de la Voie lactée, des mesures de distance beaucoup plus fines que ne l'a fait son prédécesseur Hipparcos, et jusqu'à être capable de mesurer des positions précises d'étoiles jusqu'à 60 000 années-lumière. Mais par contre,
il est très bien adapté aussi pour faire ces mesures, dans ces campagnes de mesure, pour détecter, bien sûr, dans une zone beaucoup plus proche, dans une zone de quelques dizaines d'années-lumière, il peut détecter les infinis mouvements qui seraient générés par un cortège planétaire tournant autour d'une étoile. Alors il y a des projets plus lointains. Pour l'instant, on dit, la communauté scientifique dit 2030, ça veut dire que c'est probable que ça sera en retard, c'est comme les chantiers de construction, ça. Ça consiste à fabriquer des interféromètres spatiaux, c'est-à-dire de fabriquer des télescopes qui vont dans l'espace et dont on combine les faisceaux. Alors en les faisant aller dans l'espace, on s'affranchit des problèmes de turbulence atmosphérique, on s'affranchit de tous les problèmes de vibration, et on peut les maintenir en flotte en flottille avec des positions extrêmement précises, de façon à combiner les faisceaux et faire l'équivalent d'un miroir de la taille de la flotte de satellites. Et comme dans l'espace, il y a de la place, on peut faire un miroir virtuel pratiquement aussi grand qu'on veut. Alors ça, c'est effectivement pour faire de l'interférométrie dite à frange noire, c'est-à-dire recombiner les vaisseaux de façon à éteindre l'étoile et avoir tout autre objet qui serait autour de l'étoile. Alors ça, c'est extrêmement prometteur et c'est fait pour, il y en a un qui s'appelle TPF, Terrestrial Planet Finder, chercheur de planètes terrestres, et l'autre qui s'appelle Darwin, qui porte un acronyme assez significatif de l'évolution. Et donc, ils sont conçus, ces deux projets sont conçus pour trouver clairement des exoplanètes de type terrestre. Parce qu'évidemment, on est curieux, en dehors de savoir qu'il y a des planètes, en dehors du système solaire, qu'il y en a beaucoup, qui elles sont très diverses. La question fondamentale, c'est, y a-t-il de la vie ailleurs? Alors la question de la vie extraterrestre, c'est pas une question facile. Déjà, il faut définir ce que c'est que, dans quelles conditions on pourrait avoir de la vie. Alors si on regarde sur Terre, les conditions de la vie, alors si vous vous adressez à ma fille, les conditions de la vie, c'est qu'il fasse entre 20 et 30 degrés, qu'il y ait du soleil. Mais, en fait, les conditions de la vie sont un peu plus étendues que cela. Parce que, déjà, il n'y a pas besoin de lumière. On a trouvé beaucoup de vie dans des sources chaudes profondes dans l'océan, en particulier autour de ce qu'on appelle le rift des Galapagos. Donc il suffit qu'il y ait une activité volcanique qui fournisse de l'énergie au fond des océans pour que, sans aucune lumière, puisque c'est à plusieurs milliers de mètres de profondeur, de la vie se développe. Donc il n'y a pas besoin de lumière. Il n'y a pas besoin, il vaut mieux être protégé des radiations, mais quand même, on a trouvé des bactéries dans des anciens silos nucléaires de l'armée russe qui recevaient en fait des doses de 1,5 million de rats, sachant que la dose mortelle c'est 50 rats pour un être humain, et qui vivaient quand même très bien là-dedans. Donc même si c'est un milieu radioactif, ça peut marcher quand même. On a trouvé des bactéries dans des milieux acides, on a très acides. Dans des anciennes mines d'or au Mexique, on a trouvé on extrayait l'or à l'époque en attaquant la roche avec de l'acide, et on a trouvé dans des zones extrêmement acides, pH 0, s'il y a des chimistes, ça vous dira quelque chose, si vous mettez le doigt, il reste du gloss, eh bien, on a trouvé dedans des bactéries qui aiment ça, qui sont dites acidophiles. Et puis, on trouve des bactéries dans les sources chaudes de Yellowstone à 110 degrés. Donc, finalement, les conditions de la vie, elles sont à géométrie assez variable. Donc, il ne faut pas trop les restreindre. La vie est extrêmement inventive et adaptative, et donc elle peut se satisfaire de températures élevées, de manque de lumière, de radiation, d'acidité, de choses comme ça. Mais il y a quand même des limites. Alors, il fallait bien définir quand même des critères pour chercher la vie dans l'espace et dans l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, les exobiologistes se sont posés la question, qu'est-ce que c'est qu'un système vivant? Ça paraît évident comme ça, un système vivant, c'est parce que c'est vivant, parce que c'est pas inerte. Oui, c'est quoi un système vivant?
Alors, ils sont arrivés à une définition en trois conditions. Un système vivant, c'est un système qui a une structure, qui est structuré, c'est-à-dire qu'un truc qui n'a pas de forme et dont les composants pourraient se détacher les uns des autres, c'est pas un truc vivant. Donc il a une structure, il est capable de se reproduire et il est capable d'évoluer. Parce que si on regarde que les deux premiers critères, les cristaux sont vivants. Les cristaux sont structurés. Si vous les mettez dans une solution saline qui va bien, ben, ils poussent. Mais par contre, ils évoluent pas. Ils ne s'adaptent pas à leur milieu. Alors, comme il fallait savoir où chercher, on a dit, eh bien, il y a un consensus qui est que quand même, on considère que ça sera difficile de trouver de la vie s'il n'y a pas un milieu qui contient à la fois du carbone, qui est basé sur la chimie du carbone, comme la vie sur Terre, et en milieu aqueux. Pourquoi? Parce que l'eau facilite énormément la construction, la rencontre des différentes molécules pour constituer les molécules du vivant. Donc, on cherche en fait un petit peu sous le réverbère, comme on dit, dans la ruelle sombre, on ne cherche pas où on a perdu le portefeuille, on cherche où il y a le réverbère, parce que c'est là qu'on y voit. Donc, on ne cherche pas la vie éventuelle partout où pourrait y avoir de la vie, mais là où on est à peu près sûr d'avoir des conditions favorables. Les conditions favorables, c'est la possibilité d'avoir de l'eau libre pour pouvoir faire interagir ensemble des molécules complexes, une source d'énergie permanente, donc plutôt l'énergie d'une étoile, mais ça pourrait être l'énergie interne de la planète, ou des effets de marée qui réchauffent l'intérieur de la planète. Vous savez que, par exemple, Europe est un satellite glacé de Jupiter. On a détecté qu'il y avait un océan liquide sous la croûte de glace, sous plusieurs kilomètres de glace. Et il n'est pas exclu qu'on trouve de la vie un jour sur Europe. Encelade aussi, qui est un satellite de Saturne, on a trouvé la sonde Cassini, s'est aperçue avec surprise qu'il y avait des geysers au pôle sud d'Encelade, qui sont des geysers d'eau salée. Donc il y a aussi un océan sous la glace d'Encelade. Alors maintenant, c'est vrai que par observation de l'extérieur, s'il y a quelque chose à trouver, mais que c'est sous une croûte de 100 km de glace, on ne risque pas de le voir de l'extérieur. Donc on cherche plutôt un endroit où il pourrait y avoir de la vie en surface, c'est-à-dire qu'on pourrait l'observer depuis l'espace, c'est-à-dire où il y a une atmosphère, de l'eau et effectivement des signatures des signatures de la vie dans l'atmosphère. Alors il faut que la masse de la planète soit suffisante pour retenir l'eau et une atmosphère, mais pas trop importante non plus, parce que sinon elle agglomère une grosse couche opaque d'hydrogène et le rayonnement de l'étoile ne parvient plus à la surface et donc on ne remplit plus les conditions. Donc on a défini ce qu'on appelle la zone habitable. Alors la zone habitable, c'est pas la zone où on dit pas en dehors de cette zone il ne peut pas y avoir de vie, et à l'intérieur de cette zone, si toutes les conditions sont réunies, il y en aura. On dit simplement c'est la zone la plus favorable, c'est la zone dans laquelle l'eau peut exister à l'état liquide, et on dit, et une planète qui aurait une masse pas trop petite, pas moins que la moitié de la masse de la Terre, parce que sinon on estime que le taux d'échappement de son atmosphère est trop rapide et il est probable qu'elle a perdu son atmosphère d'origine. Quelques masses terrestres, comme Mars, quelques masses terrestres, entre la moitié et quelques masses terrestres, situées dans cette zone, elles pourraient abriter une chimie organique en milieu aqueux. Donc cette zone habitable, bien sûr, sa distance dépend de l'énergie fournie par l'étoile. Donc plus l'étoile est froide en bas, et plus la zone habitable est proche de l'étoile, plus l'étoile est grosse et énergétique, et plus elle en est loin. Et par exemple, ça, ce sont les planètes détectées par Kepler qui sont à l'intérieur de la zone habitable avec l'étoile, la température de l'étoile correspondante et aussi une indication de la taille de ces planètes. Donc on en trouve. C'est plus difficile parce que cette zone est restreinte, parce qu'on cherche des planètes de faible masse
de l'ordre de la masse de la Terre. Donc, on détecte plus facilement la masse de Jupiter, 300 fois la masse de la Terre, que la masse de la Terre. Mais on en trouve. On en a trouvé. Par exemple, un système qui est TRAPPIST 1 qui a été abondamment commenté dans la presse récemment, c'est une naine rouge extrêmement froide, donc avec une zone habitable située très très près de l'étoile, avec une étoile très peu brillante, donc la photométrie de transit est extrêmement efficace parce que l'extinction de cette étoile très peu brillante par des planètes est facile à mesurer. Et on a détecté autour de cette étoile 7 planètes, dont 6 dans la zone habitable. Alors, comment on fait pour savoir s'il y a de la vie? Supposons qu'on a découvert des planètes dans la zone habitable. Comment on peut faire pour savoir s'il y a de la vie sur ces planètes? Alors, en fait, on va chercher à détecter donc, une activité biologique à distance, et la façon la plus simple, c'est de détecter des gaz particuliers dans l'atmosphère. Donc on va chercher de l'oxygène, de l'ozone, du méthane, on va chercher s'il y a du carbone, et on va chercher s'il y a de l'eau. Si on trouve des composés de ce type dans l'atmosphère, si on trouve de la vapeur d'eau, c'est qu'il y a de l'eau en surface, si on trouve du gaz carbonique, c'est qu'il y a du carbone, c'est qu'il y a une chimie carbonique, s'il y a de l'oxygène et du méthane, eh bien, c'est très très prometteur, c'est très probablement des traceurs d'activité géologique. Alors pour ça, malheureusement, il faut les interféromètres spatiaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est pas avant 2030. Mais, ça, c'est une simulation de ce que verrait l'un de ces observatoires, si j'ose dire, interférométriques, s'il observait le système solaire à 30 années-lumière environ de distance. Eh bien, il serait capable déjà, il obscurcirait le soleil grâce à l'interférométrie dite à frange noire. Vous voyez 3 points brillants qui correspondent aux positions de Vénus, la Terre et Mars. Mercure ne serait pas visible parce que trop près du soleil. Et en plus, il serait capable de détecter dans l'atmosphère de Vénus essentiellement du gaz carbonique, dans l'atmosphère de la Terre de l'eau, de l'ozone et du gaz carbonique, et dans l'atmosphère de Mars du gaz carbonique. Donc un observatoire de type Darwin pourrait donner la réponse à cette question. Y a-t-il de la vie en dehors du système solaire? Alors, finalement, si on regarde bien, il y a 400 milliards de planètes environ dans la Voie lactée, dernière estimation. Il y a plusieurs milliards qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers, et tous les matériaux fondamentaux de la vie, on les trouve dans l'univers. Quand on observe des nuages de gaz froid qui sont situés dans la galaxie, et qu'on analyse par spectroscopie leur composition, on trouve des molécules carbonées, on trouve des molécules complexes, on trouve des formaldéhydes, on trouve des molécules qui sont des précurseurs biologiques partout. Pas de vie ailleurs que sur Terre, vous en pensez quoi? Merci de votre attention. Bon, j'ai réussi à être à peu près à l'heure pour Saturne, pour l'observation. Si certains d'entre vous ont quelques questions, on peut passer quelques minutes. Sinon, bien sûr, je vous encourage à rejoindre les instruments pour l'observation. Oui. Oui. En fait, oui, vous avez raison. Oui et non. En réalité, on mesure la périodicité du transit permet de mesurer quelle est la durée de l'année de la planète. En combien de temps elle fait le tour de l'étoile.
comme on connaît le type spectroscopique de l'étoile, on connaît à peu près sa masse. Donc quand on connaît sa masse et son année, eh bien on sait à quelle distance la planète orbite de son étoile, et en connaissant quelle fraction de l'étoile est occultée, on en déduit son diamètre et sa masse. Pardon? Alors le transit, alors, sur la périodicité du transit, on veut dire, en fait c'est pour ça que Kepler est là par exemple, parce que Kepler il observe en continu 100 000 étoiles dans un champ fixe et il les a observées sur plusieurs années. Donc il a repéré des transits même avec des périodes de plusieurs années. Hein, c'est-à-dire qu'il stocke, il prend des images et il les stocke et il les compare. La proportion de planètes dans l'atmosphère, est-ce qu'on a déterminé de grandes familles de type d'atmosphère? Alors, ça c'est une très bonne question, mais il n'y a que certaines observations qui permettent d'obtenir de la spectroscopie d'atmosphère. Hein, donc ce sont les mesures de transit en particulier. Donc effectivement, on a trouvé, alors du coup je ne sais pas répondre à la question quelle est la proportion, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui ont été détectées par des méthodes qui sont tout simplement incapables de visualiser si elles ont ou non une atmosphère. Par contre, effectivement, on a trouvé des planètes avec des atmosphères, on a trouvé pas mal de planètes avec des atmosphères, quelle proportion, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas on en a trouvé, et en faisant la spectroscopie de transit, justement, on a pu trouver des atmosphères qui contiennent de l'hydrogène, on a pu trouver des atmosphères dans lesquelles il y a des traces d'eau, on a trouvé des traces de sodium, on a trouvé des traces d'azote, on n'a pas trouvé encore une atmosphère qui combine ce qu'on appelle les traceurs de la vie. Sauf que, comme on observe préférentiellement des grosses planètes, on a certainement observé des atmosphères de type Jupiter ou Neptune. Est-ce que ces atmosphères ressemblent à celles des autres planètes du système solaire? Alors, les très grosses planètes qui transitent très près de leur étoile, on a observé beaucoup de signatures d'hydrogène, par exemple. Donc, effectivement, on sait que c'est une confirmation que ce sont bien des géantes gazeuses, et donc elles n'ont pas pu se former là, et donc elles ont dû migrer. Mais effectivement, la spectroscopie de l'atmosphère, c'est intéressant sur l'ensemble des planètes, mais vous comprenez bien que la communauté se polarise pour mesurer en fait la spectroscopie d'atmosphère sur des planètes de faible masse, puisque ce sont les plus prometteuses pour répondre à la question y a-t-il de la vie ailleurs, y a-t-il de l'activité biologique ailleurs. Et ça c'est une minorité, vous avez vu que sur les 5000 candidats planètes de Kepler et 2500 confirmés, il y en a une quarantaine qui sont dans la zone qui respectent les critères de zone habitable et de planète habitable. Donc, zone habitable, c'est un ensemble de critères dont la masse de la planète, mais il y en a une quarantaine. On dit des projets qui viseraient à chercher des formes de vie qui seraient plus élaborées par des méthodes un peu plus focales dans le type trouver des radios de type. Oui, ça c'est le projet SETI qui existe depuis des années. Oui. SETI existe depuis des années, il essaye de détecter dans toute la masse de rayonnement que l'on reçoit de l'univers s'il y a des rayonnements qui ont des caractéristiques répétitives qui pourraient être penser qu'ils correspondent à une émission d'une civilisation extraterrestre. Et dans le cas justement des projets, comme vous parlez d'extinction des changements, ouais. On peut raisonnablement penser que le type de rayonnement qu'on va pouvoir lire à l'idée des planètes qu'on va pouvoir observer permettront d'avoir des choses assez. Là, bien sûr, les capacités des instruments sont bien meilleures, donc les capacités de ces instruments vont jusqu'à justement pouvoir distinguer une planète comme Vénus ou la Terre ou Mars de son Soleil et pouvoir mesurer la composition de son atmosphère. Qui n'est pas exclu d'avoir trouvé de la vie extraterrestre pour des civilisations extraterrestres. Ça c'est encore plus là vous poussez au plus au cube. Mais disons que je dirais que si on trouvait des signatures de vie et si on avait une preuve qu'il y ait ne serait-ce que des bactéries ou des algues monocellulaires sur une planète extrasolaire, ça serait une révolution conceptuelle.
que Vénus, de toute façon, bien que située dans la zone habitable, à l'extrême encore inférieur de la zone habitable du système solaire, qui fasse 460 degrés à la surface avec une pression de 90 atmosphères, ça c'est pas nécessairement prévu, c'est dû à des effets de serre qui sont particuliers à la composition de Vénus, et le fait que Mars, qui est à l'extrême bord extérieur de la zone habitable, ne soit pas du tout donc la notion de zone habitable n'est pas une notion qui va dire si une planète reste sous cette Terre, elle est nécessairement favorable à l'explosion de on sait au moins que ça limite les changements sur le fait que bien, rendez-vous au télescope et donc on n'examinera pas de